Bonjour, la France qui se lève tôt contre le gagnant-gagnant. Une poignée de mots a été au centre de la bataille électorale, des mots qu'il a fallu souvent marteler. On affaiblit la République quand on transforme le citoyen en assisté. On affaiblit la République quand on confond l'égalité avec l'égalitarisme, la solidarité avec l'assistanat. On affaiblit la République quand on transforme le citoyen en assisté, quand on confond l'égalité avec l'égalitarisme, quand on confond la solidarité avec l'assistanat. Alors, après la bataille, donc, relecture croisée des mots de Nicolas Sarkozy et des mots de Ségolène Royal, particulièrement dans le champ du travail. Relecture croisée avec trois invités. D'abord un inventeur de mots, Henri Guénaud. Vous êtes l'auteur, paraît-il, de bien des discours du candidat Nicolas Sarkozy. Un décrypteur de mots, Gérard Miller. Vous êtes psychanalyste, chroniqueur chez Laurent Ruquier. On vous connaît bien, y compris dans cette émission. Et vous avez voté Ségolène Royal, vous n'en êtes pas caché, vous l'avez dit publiquement. Et enfin, alors je ne sais pas comment vous appelez, un entomologiste des mots. Alors, oui, Jean Véronise. Les mots sont des insectes. Les mots sont des insectes, on va voir. Vous êtes linguiste à l'université d'Aix-en-Provence. Et alors vous, les mots, vous les mettez en fiches, en graphiques, en arbre, et même je plante des épingles dans les mots. Et il s'en sort pas trop mal. Et même en nuages, on verra dans l'émission quelques-unes de vos trouvailles. Mais nous allons commencer avec vous, David Abiker, par une image inattendue de la soirée électorale. Voilà, c'était dimanche, on était des millions de téléspectateurs devant nos télévisions à regarder le discours et à écouter le discours de Ségolène Royal pendant cette soirée électorale. Mais il se trouve que parmi ces millions de téléspectateurs, sur TF1, sur le plateau de TF1, il y avait un téléspectateur beaucoup plus attentif que les autres, à mon avis. La forte participation traduit un renouveau de notre démocratie, et notamment pour les jeunes, partout dans le pays, et en particulier dans les quartiers, qui se sont massivement inscrits pour voter. Bravo à tous ces jeunes pour cet engagement civique. Alors jusqu'à cette image juxtaposée de François Hollande au premier plan, un peu floue, et de Ségolène Royal au second plan, je pensais qu'en fait cette séquence, c'était juste une séquence sur le discours de Ségolène Royal. Mais en fait cette séquence, elle nous raconte une autre histoire, l'histoire du compagnon de Ségolène Royal qui l'écoute et qui se demande peut-être ce qu'elle va pouvoir dire. Et dès qu'on se dit ça, en regardant cette image, on ne lâche plus comme la caméra du regard François Hollande et on est intrigué parce qu'on se demande ce qu'il pense. Ce que nous avons commencé ensemble, nous allons le continuer ensemble. Un vrai moment de cinéma. C'est un vrai moment de cinéma parce que derrière il y a l'échappée belle de sa compagne, hein, l'image bouge et elle prend un peu la tangente. Et puis ce sourire est indéchiffrable, on ne sait pas s'il est dû à la surprise, à la caméra. On imagine qu'il la regarde dans l'écran de retour, qu'il se voit lui-même dans la télévision. Et on est toujours plus perplexe avec lui. Et moi je me suis totalement identifié à cet homme qui se demande quel pourra être le prochain mot de sa compagne. Alors le réalisateur va jouer ensuite très adroitement avec non seulement François Hollande, mais le deuxième tonton flingueur, si j'ose dire, Jacques Lang. Il les montre tous les deux et au-dessus d'eux, l'image envahissante, quasiment omnisciente de Ségolène Royal. Je serai au rendez-vous de ce travail indispensable et j'assumerai la responsabilité qui m'incombe désormais. Mon engagement et ma vigilance seront sans faille au service de l'idéal qui nous a rassemblés, qui nous rassemble et qui va, j'en suis sûr, nous rassembler demain pour d'autres victoires. Il revient quand même au plan originel. Hein. Il revient au plan originel qui dit beaucoup de choses cette fois-ci parce qu'on ne sait pas ce que veut dire ce doigt sur le menton. C'est peut-être un doigt sur le menton, c'est peut-être de l'expectative, c'est peut-être du scepticisme. Il se demande mais qu'est-ce qu'elle va encore me faire et voilà. Alors la grande question dans cette histoire c'est est-ce qu'il savait ce qu'elle allait dire ou pas? Alors moi je ne suis pas dans le secret des dieux, je me demande toujours. J'ai tendance à dire en regardant des images de France 2 diffusées plus tard et filmées quasiment en cachette, ces fenêtres sur cour, on est dans Hitchcock, à moins qu'on soit dans Basic Instinct avec Sharon Stone Royal.
Mais en tout état de cause, j'ai le sentiment que cette séquence d'explication qui est venue après montre que le François Hollande de TF1 ne savait pas ce qu'elle allait raconter. Et quand elle fait de grands gestes avec sa main en lui disant, grosso modo, je vais aller jusqu'au bout, c'est ce que je comprends, eh bien, on est dans une séquence tout à fait d'explication et dans un vrai thriller conjugal et politique, si j'ose dire. Sébastien, même soirée, même chaîne, un autre moment. Voilà, donc parce que dès l'annonce des résultats, forcément, les plateaux ont fourmillé de responsables politiques qui ont tenté un débriefing de la situation. Et comme vous allez voir, c'était pas toujours facile. Comme ici, lorsque Claire Chazal demandait à Laurent Fabius son analyse de la situation. Je crois qu'il faut prendre les choses simplement. Les Français attendent maintenant des changements sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur la protection sociale, sur le logement, sur une autre approche de l'Europe. Pardonnez-nous, Laurent Fabius, mais c'est vrai que... Première réaction donc à ce résultat ce soir. On est désolé. Oui. On attendait ça avec impatience. C'est très bien qu'ils soient revenus de Suisse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis vraiment heureux. Eh oui, excusez-nous Laurent Fabius, vous êtes bien gentil avec votre pouvoir d'achat, votre logement et votre protection sociale, mais Johnny Hallyday sort du Fouquet's. On a quand même des choses importantes à traiter. Moi, en voyant ça, j'ai eu un moment vraiment d'écœurement profond. Tout ce qu'on nous avait dit, la victoire de la démocratie, le pays qui se réapproprie le pacte républicain, la participation record, pour moi, c'était annulé par cette rupture de parole indigne et stérile, ce mauvais goût incroyable, ce mépris de la politique en direct. Et une situation désarmante que Fabius, d'ailleurs, souligné avec un brin d'ironie désabusé après l'intervention de Johnny Hallyday. On avait ce débat, il faut quand même le poursuivre évidemment. C'est très intéressant d'entendre M. Hallyday développer sa conception de la citoyenneté française. C'est la loi du genre, ce genre de soirée. Moi, je parlais de choses plus simples, plus terre à terre. Pouvoir d'achat, emploi, protection sociale, logement. Voilà. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut voir dans le regard et dans le ton de Fabius, la déception d'un vaincu ou le dégoût d'un homme politique qui se fait évacuer manu militari d'une soirée électorale par un people fraîchement sorti d'un resto. En tout cas, il nous pose une question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que l'avis du chanteur en est arrivé à compter plus que celui du professionnel? Alors, vous avez deux psychologues des médias qui s'appellent Michael Pinault et Pascal Marchand qui ont étudié cette question, qui sont intéressés à l'impact sur les téléspectateurs de ces émissions de divertissement qui ont maintenant une carrière assez longue, d'une dizaine d'années au moins, où on mélange les hommes politiques avec des stars du showbiz qui sont mis sur un pied d'égalité. Et il a constaté que la consommation de ces émissions de divertissement allait de pair chez le téléspectateur avec ce qu'on appelle en psychologie l'approche évaluative. C'est-à-dire qu'on ne se demande plus, en voyant un homme politique, quelle est la loi qu'il a fait voter, mais est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est sympathique, est-ce qu'il est un bon père, est-ce qu'il aime la choucroute. Et au bout du compte, ça entraîne une inculture politique qui condamne le téléspectateur par défaut à se reporter sur des témoignages de personnes, des témoignages affectifs, l'expression d'une émotion, ce qui aboutit au fait qu'effectivement l'intervention de Johnny pourrait presque paraître tout à fait naturelle dans ce contexte. Mais ici, on le sent bien, on a franchi une sorte de ligne rouge. Il y a là quelque chose qui ne passe plus. On aurait pu croire que tout était permis, tant on avait été habitué à ce mélange des genres dans les émissions de divertissement. Mais une émission de divertissement, c'est pour de rire, alors qu'une soirée électorale, eh bien, je crois que ça nous rend visible le caractère incongru de ce mélange des genres. Et puis une émission de divertissement, qu'est-ce qui se passe? On passe la parole aux sportifs, aux chanteurs, aux politiques, comme s'ils faisaient partie du même monde. Et la télévision sait merveilleusement aplanir sa hiérarchie. Mais ici, c'est justement la présence d'une hiérarchie très frappante qui saute aux yeux. C'est le fait que Fabius est mis au rencard et que c'est le people qui montre désormais que c'est lui qui tient la corde. Alors, toujours, même soirée, on va en terminer avec vous, Yulia. Quelle place a été accordée dans cette soirée et d'ailleurs les jours suivants aux manifestations anti-Sarkozy dans différentes villes de France? Alors, déjà, sur la télévision française, différents choix selon les chaînes. Oui, par exemple, sur TF1, c'est vers 23h qu'on nous montrait des très brèves images des échauffourées place de la Bastille. Donc, j'ai décidé, moi, d'attendre la fin de la soirée électorale, histoire d'en savoir un petit peu plus. Mais manifestement, PPDA et Claire Chazal ne partageaient pas du tout la même curiosité que moi. Je rappelle qu'il y a eu quelques petits incidents pendant on voyait ces images de la Concorde, donc des petits incidents place de la Bastille avec des échauffourées, des charges de part et d'autre, puis des petits incidents dans quelques villes. Toulouse, Lille, Lyon, Bordeaux, il y avait quelques manifestants anti-Sarkozy qui se sont rassemblés dans les centres-villes. Voilà.
Voilà, hein, Claire Chazal. Mais sur France 3, c'était toute une autre histoire. Eux aussi, ils ont montré quelques images des échauffourées place de la Bastille, mais ils ont également décidé de faire le tour de France, par exemple comme ici à Marseille, avec les images proposées par envoyé spécial, ou par exemple à Lille, où l'envoyé spécial expliquait ce qui se passait autour de lui. Mais sur le plateau de France 3, cela n'a pas plu à tout le monde. L'une des invitées, par exemple, Ramayad, secrétaire nationale chargée de francophonie à l'UMP, n'était pas du tout contente et elle s'est indignée vivement sur le plateau. Je suis quand même sidérée par la présentation électorale de ce soir, où on n'est pas en train de faire le tour des résultats, région par région, mais on fait surtout le tour des incidents. Non, nous avons parlé des deux, nous faisons une émission d'information politique et également société. Ce genre d'image peut provoquer des incidents encore plus graves en poussant certains à la provocation et à l'émeute. Donc différentes approches sur différentes chaînes françaises et sur les chaînes étrangères que vous regardez toujours attentivement, Yulia. Oui, eux, ils n'avaient pas de Ramayad pour les rappeler à l'ordre. Donc du coup, certaines chaînes s'en ont donné vraiment à cœur joie en montrant les images en longueur, les images des incidents place de la Bastille, mais également des incidents dans d'autres villes de France. C'était le cas pour la chaîne polonaise dès le lendemain matin et c'était également le cas pour Fox News, la chaîne américaine. De notre bureau à Paris, maintenant, pour ce qui semble être devenu un des passe-temps favoris des Français. Des rues pleines de fumée et des voitures en flammes, alors que des jeunes protestent contre l'élection d'un nouveau président qui promet d'en finir avec le non-respect de la loi en France. En direct de Paris, Greg Palcotte. Bonjour Magun. Les temps sont chauds dans la vieille ville le soir, mais nous y reviendrons dans un instant. Pour l'heure, on est au lendemain de l'élection présidentielle française. Le vainqueur de cette élection, le candidat de centre-droit, Nicolas Sarkozy, se prépare à faire des changements, beaucoup de changements qu'il a promis pour ce pays dans la tourmente. Ici à Paris, c'est la rencontre de deux villes. Alors que d'un côté, les habitants sont heureux et célèbrent la victoire, ici, juste à côté de la place de la Bastille, la police affronte les émeutiers. Les policiers ont l'impression que c'est un embrasement momentané, mais ils continuent néanmoins à tout surveiller. En fait, Ségolène Royal avait prévenu que si elle n'était pas élue, il y aurait des troubles. Sarkozy, lui, est très intransigeant sur le respect de la loi et très dur contre ces criminels. Oui, je vous rappelle que c'était également Fox News qui, en novembre 2005, montrait déjà la France sous les flammes pratiquement tous les jours au moment des émeutes en banlieue. Ils aiment bien ça, hein, les flammes et la France. Alors, avant de... Je me permets de faire remarquer, ça aussi c'est une première, sauf erreur de ma part. Je m'en réjouis absolument pas. C'est la première fois qu'une élection présidentielle au deuxième tour est suivie de manifestations aussi violentes. Ça n'est évidemment pas une bonne chose, mais enfin, ça mérite quand même qu'on le remarque, c'est la première fois. Voilà, retour maintenant aux écrans français, à la politique française, aux images françaises et aux mots français, puisque nous allons nous arrêter sur les mots de la campagne électorale, les mots de Nicolas Sarkozy, les mots de Ségolène Royal. On va essayer de les piquer comme des insectes, comme des entomologistes pour essayer de les classifier, de voir comment ça marche. Et on va commencer avec vous, Perrine Dutreil, par deux noms propres. Oui, c'était dans le discours prononcé par Nicolas Sarkozy le 14 janvier 2007, jour de son investiture. Il fait référence à Léon Blum et Jean Jaurès, deux grands ancêtres du socialisme qui jusque-là appartenaient à la gauche. Ma France, c'est celle de travailleurs qui ont cru à la gauche de Jaurès et de Blum et qui ne se reconnaissent pas dans la gauche immobile, qui ne respecte pas le travail. Eh bien, je veux leur tendre la main à ces travailleurs en leur disant « Nous allons revaloriser le travail ». Alors évidemment là il a fait mouche, grosse surprise, transgression très vive puisqu'il va chasser dans le camp de l'adversaire, il va piocher dans l'héritage, vous allez nous le dire, de la gauche. Alors d'abord, est-ce que vous en êtes à l'origine ? D'abord, c'était pas une nouveauté dans le discours du 14 janvier, puisque depuis au moins le mois de mai 2006, discours après discours, Nicolas Sarkozy parlait de Blum et de Jaurès. N'intéressait pas les journalistes, mais c'était le cas. Moi, j'ai jamais compris en quoi Blum et Jaurès appartenaient ou pouvaient appartenir à Madame Royal ou à Monsieur Hollande. Toujours lu Blum et Jaurès, je trouve qu'il y a des textes magnifiques chez Jaurès, ça appartient à l'histoire de France, au patrimoine commun de tous les Français. Je ne sais pas si vous êtes contre les congés payés, mais moi pas.
Voilà, donc de ce point de vue, je suis autant que vous l'héritier du Front populaire et de Léon Blum. Et franchement, je trouve grotesque qu'on puisse contester ce genre de positionnement. Enfin, je voudrais juste dire une chose pour ceux qui vous connaissent mal, c'est que vous revendiquez de la tradition du gaullisme social, si j'ose dire. Vous avez été très proche de Philippe Séguin, dont ces références vous sont peut-être plus proches qu'à Sarkozy lui-même ou qu'à d'autres membres de son entourage. C'est-à-dire que ce qu'on a beaucoup dit dans son entourage pendant cette campagne, c'est que vous l'avez gauchisé, vous l'avez tiré vers la gauche. Rien gauchisé du tout. Il a écrit bien avant que je sois là un livre sur Mandel où il parle de Blum, où il parle des hommes politiques de cette époque-là. Voilà, je n'ai pas gauchisé Nicolas Sarkozy qui a besoin de personne, il n'a pas besoin de gourou et moi j'ai pas de vocation à être un gourou. Votre première réaction quand vous avez entendu Jaurès et Blum dans la bouche de Sarkozy? Bien joué. Bien joué, incontestablement bien joué, au point qu'aujourd'hui, un grand patron comme M. Bolloré peut citer Blum. Ce qui est formidable quand même dans l'histoire de Blum et de Jaurès, c'est qu'effectivement les héros de la droite, qui n'est pas votre droite d'aujourd'hui à l'époque, n'étaient pas présentables. Au moment où effectivement on parle de Blum, on ne peut pas parler de Pétain. Or pourtant, il y a bien... Non, il n'y a aucune filiation. Non, mais c'est ça qui est... Aujourd'hui, c'est aucune. Il y a une filiation, c'est que vous parlez des congés payés. Par exemple, les congés payés ont été arrachés par des luttes ouvrières. Oui, c'est pas directement le patronat qui l'a concédé. Donc est-ce que la prochaine étape, c'est de dire vive le Front populaire, par exemple, vive l'ensemble des luttes ouvrières, vive la grève? Est-ce que... Vive le Front populaire. Vive la grève, j'ai pas entendu. Non, vive la grève, non, mais les luttes ouvrières, les luttes sociales, et vive le Front populaire, oui, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans les recherches que vous avez faites, Jean Véronise, c'est qu'on se rend compte que pendant que Sarkozy évoque Blum et Jaurès, Ségolène Royal, elle, va délaisser par exemple le mot socialiste. C'est quelque chose que vous avez remarqué dans ces... Vous l'avez à l'écran, là, ça c'est des petits calculs alors, que j'ai fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter ça? Voilà, c'est la proportion du mot socialiste dans ces discours. Donc vous voyez, à partir de septembre, donc vous voyez qu'avant d'être élu, le point culminant, c'est novembre, c'est son élection au sein du Parti socialiste. Et là, elle prononce beaucoup le mot socialiste, nous socialistes, moi en tant que socialiste, etc. Et elle avait même dit en avril, je ne ferai pas l'erreur de Jospin, moi mon projet, il est socialiste. Et puis vous voyez que tout de suite après l'élection, décembre, hop, elle n'en parle plus. Il y a un petit ressaut là quand elle fait revenir les éléphants, et puis non, finalement, elle abandonne. Et puis au mois de mai, elle vire un peu à l'orange entre les deux tours. Donc je trouve que c'est assez amusant. Alors, suite des mots de Nicolas Sarkozy, toujours dans le domaine du travail, Perrine, alors avec une formule qui a été le véritable hit de la campagne, on peut le dire. Oui, travailler plus pour gagner plus. Une expression donc répétée par Nicolas Sarkozy au fil de ses passages télé, de ses discours pendant les meetings et de ses déplacements sur le terrain, et ce depuis 2004. L'État doit pouvoir donner plus à celui qui en fait plus. C'est la meilleure façon d'augmenter le pouvoir d'achat. Et au nom de quoi faudrait-il qu'on empêche les gens de travailler plus s'ils veulent gagner plus? Je ne connais qu'une seule façon de régler le problème du pouvoir d'achat. C'est d'autoriser les gens à travailler plus. Il faut donner du pouvoir d'achat aux Français pour donner de la croissance. Et pour cela, il faut permettre aux gens de travailler plus. On donne plus de travail. Il y aura plus de pouvoir d'achat, il y aura plus de croissance, il y aura moins de chômage. L'égalité républicaine, cela signifie que celui qui travaille plus doit gagner plus. Je veux libérer le travail dans notre pays pour que vous gagniez davantage. Travaillez plus pour gagner plus. Je veux que celui qui travaille plus, il ait plus dans le portefeuille à la fin du mois, pour qu'il soit encouragé à travailler plus. Est-ce que vous dites aussi bien joué, comme pour Jaurès et Blum? C'est certainement bien joué, puisque les gens l'ont cru, mais c'est quand même la plus grande énormité de la campagne. La force de ce slogan, c'est plus, plus, plus. C'est ça qu'on entend. Mais justement, l'histoire de l'humanité travailleuse, à laquelle on se référait tout à l'heure, l'histoire des luttes sociales, ça a toujours été de travailler autant et de gagner plus. C'est ce qu'on appelle les augmentations de salaire. Les gens avaient plus dans leur poche parce qu'ils se battaient à un moment donné pour demander une augmentation de salaire, ou bien c'était travailler moins pour gagner autant. La diminution du temps de travail. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité travailleuse travailler plus pour gagner plus. Et le meilleur exemple, c'est les ouvriers qui l'ont dit à Sarkozy, lorsque par exemple une personne a dit mais je travaille tant d'heures, je ne peux pas travailler plus. Ou le Nouvel Observateur publiait l'histoire d'une dame qui travaille 39 heures dans l'hôtellerie, puisque dans l'hôtellerie on peut travailler, qui est payée au SMIC et qui se demande quand je pourrais travailler plus. Donc c'était formidable comme slogan, parce qu'on n'entendait que plus, alors que c'est une contre-vérité absolue. Oui, enfin, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est un slogan de droite, mais que c'est un bon slogan. C'est un excellent slogan, puisque les gens l'ont cru. Mais c'est un slogan invraisemblable et en contradiction complète avec nos héros communs, M. Guénaud et moi. Nous avons des héros communs, M. Blum, M. Jaurès, n'ont jamais dit quoi que ce soit de ce genre. Publicité mensongère?
Non, ce qui est un peu mensonger, c'est réducteur, c'est de sélectionner comme ça un morceau. C'est vrai que ça a été un slogan de campagne et que dans le cadre des 35 heures, ça n'était pas mensonger, mais c'était une réalité. C'est-à-dire que empêcher les gens de travailler pour gagner plus, c'est quand même totalement aberrant. Ce que les 35 heures ont fait vis-à-vis des heures supplémentaires, qui étaient des compléments de salaire très importants pour beaucoup de gens dans les classes populaires, notamment beaucoup d'ouvriers, a été un désastre sur le plan du pouvoir d'achat. Mais il n'y avait pas que ça dans les discours. Il y avait aussi, un discours sur les travailleurs pauvres, sur le fait que les salaires étaient trop bas. Et les prix trop hauts. Et donc il y a eu tout un discours sur le pouvoir d'achat des salaires. Il y a toujours les discours et les slogans. On est bien d'accord. Mais simplement sur l'aspect, je dirais, répétition et martelage, si Sarkozy le répète dans tous ses meetings, s'il le répète à chaque fois qu'il se rend dans une usine. On a répété aussi que les salaires étaient trop bas. Il n'a pas seulement répété qu'il fallait gagner plus pour travailler. Bien sûr, mais c'est moins resté dans les oreilles, parce que là, il y a une musicalité du slogan, si vous voulez, qui le rend redoutablement efficace. Peut-être plus efficace que les autres slogans. Mais Alors justement, on a cherché l'équivalent chez Ségolène Royal. Oui, une expression qui revenait souvent dans la bouche de la candidate socialiste et qui est utilisée d'ailleurs dans plusieurs domaines, la logique de ce qu'elle appelle le donnant-donnant ou le gagnant-gagnant, c'est au choix. Ça coûte moins cher à la nation de prendre en charge le salaire et les charges de ces jeunes, de les mettre à disposition de l'entreprise. Et donnant, je demande en contrepartie aux entreprises de faire du tutorat, d'accepter ces jeunes. Il y aura des compensations aussi en termes d'allègement de charges et des compensations en termes de création d'emplois. On sera dans le donnant-donnant. Ce qui incarne le changement, ce sont les nouvelles règles du jeu. C'est le donnant-donnant, c'est le gagnant-gagnant. Ce que je propose à la France aujourd'hui, c'est un système gagnant-gagnant. C'est-à-dire, je veux aider les entreprises qui se battent, qui conquièrent des marchés à l'extérieur, qui créent de l'innovation, qui donnent de la formation professionnelle. Et donc, il y aura un pacte avec ces entreprises. Je m'engage à mettre en place un plan massif de formation professionnelle, débouchant sur un système gagnant-gagnant. Les jeunes qui vont recevoir des allocations jeunes adultes, ceux qui font des études, ils viendront aider en contrepartie le gagnant-gagnant, pas de prestations sans obligation nouvelle, ils viendront aider les petits à faire leurs devoirs et leurs leçons. Nous sommes dans un système gagnant-gagnant, pas dans un système où certains gagnent et d'autres perdent. Moi, je propose un système gagnant-gagnant. Comment est-ce que l'entreprise peut gagner? Elle peut gagner en motivant ses salariés, en les formant bien. Moi, je veux une société solidaire et efficace. Une société d'harmonie, de cercle vertueux, de gagnant-gagnant. Juste une question de curiosité et de cuisine. Vous étiez attentif pendant la campagne au discours de l'adversaire et aux mots de l'adversaire? Par exemple, ça, vous l'aviez repéré. Vous remarquez que ça, c'est un slogan qui appartient au discours de Nicolas Sarkozy depuis bien avant le début de la campagne. Le gagnant-gagnant, est une formule qu'il a très souvent employée bien avant Madame Royal. Alors, le spécialiste, l'entomologiste, elle lui a piqué le... Non, mais Nicolas Sarkozy a aussi dit que l'ordre juste, c'est lui qui l'avait inventé. C'est vrai ou pas? C'est possible. Oui, mais il l'a prononcé une ou deux fois. C'est comme Jaurès et Blum tout à l'heure. C'est une question de proportion. Je suis d'accord avec Henri Guénaud. Il l'avait prononcé il y a très longtemps, etc. Mais c'était un niveau sous-jacent. Et tout d'un coup, ça devient le refrain du discours. Donc, mais là, vous êtes dans un exercice impossible. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Henri Guénaud, parce qu'il a fait une campagne formidable. Ses discours sont magnifiques. Et c'est ça qui a manqué, je crois, un petit peu à la gauche. Mais là, vous êtes dans la position d'interviewer un magicien des mots. Vous voyez, le prestidigitateur ne peut pas, sur votre plateau, dévoiler ses trucs. Mais il y a des émissions maintenant où les prestidigitateurs donnent leurs trucs. Oui, mais alors ils sont généralement mal vus de la profession. Donc Henri Guénaud ne peut pas faire ça. Donc il est forcément obligé de nous dire ce qu'il a dit. Mais on voit dans la proportion, moi j'étudie la proportion et la variation des mots, on voit l'accent qui est mis sur une chose ou sur une autre. Oui, alors justement, puisqu'on est sur le travail et qu'on est sur vous, on a vu tout à l'heure que vous aviez un de vos graphiques, alors vous avez une autre invention extraordinaire qui est les nuages de mots. Les nuages de mots. Et alors, donc, vous avez étudié l'emploi du mot travail chez Sarkozy et l'emploi du mot travail chez Royal, et vous en avez fait des nuages. Alors, d'abord, vous pouvez nous expliquer comment ça marche, vos nuages? Alors bon, à l'aide d'outils informatiques que j'ai créés, je vais chercher tous les endroits dans tous les discours de Sarkozy où il a prononcé le mot travail, et je regarde les mots qu'il a employés autour dans la même phrase, si vous voulez.
Donc si on les a, voilà. Donc ce qui revient le plus, c'est la crise de la valeur travail. Donc ça, c'est vraiment, je pense que Henri pourra confirmer, c'est vraiment l'association, le triumvirat très important autour du travail. Et ensuite, un peu moins important, donc la taille décroît, c'est que la France doit vivre donc des fruits du travail. Les fruits du travail, c'est le fruit du travail. Ça revient très souvent. Et puis, donc, vous voyez le mérite, la liberté. Le travail, c'est la liberté, dit-il. C'est pas la santé, c'est la liberté. Vivre de la valeur travail, et puis etc. Donc, vous voyez le droit au travail, le travail au cœur de la société. Bon, et alors, vous chez avez Royal, vraiment là le nuage sémantique des mots de. Alors, chez Royal, pareil, ça prend une allure très différente. Et c'est ça qu'on entend de façon répétitive. Donc, la valeur travail, ça c'est très important parce que tous les deux ont ce même mot-clé, la valeur travail. Mais après, ils le déclinent différemment. Ségolène Royal s'intéresse aux conditions du travail. Vous voyez. Et puis après, si on continue, donc elle va s'intéresser aux salariés, au pouvoir d'achat des salariés, vivre de son travail. Et puis on peut continuer comme ça. Elle s'intéresse à la sécurité du travail, la précarité, et puis ainsi de suite. Vous voyez les mots vous-même. On peut jouer. Là, on voit pas, mais sur mon outil en ligne, on peut cliquer sur les mots et aller voir tous les contextes dans tous les discours où on l'utilise. Et peut-être que ça peut être intéressant de voir plus en détail. Judith Bernard, notre professeur de lettres, notre spécialiste des mots, sur ces deux nuages comparés du travail chez Sarkozy et du travail chez Royal. Moi, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est le fruit du travail chez Sarkozy, où on est dans une métaphore naturelle, un peu agricole, hein, où quand on travaille, on récolte naturellement un fruit. Ce qui est un peu oublié, le caractère contractuel du salaire, qui normalement vient rétribuer un travail. C'est pas une relation naturelle, c'est une relation contractuelle, et un contrat, ça s'élabore, ça se discute, ça se négocie. Alors que chez Ségolène Royal, tout près de travail, on voit apparaître salarié, on voit bien sûr les conditions de travail, hein, on s'intéresse quand même d'abord à ça, la manière dont on vit dans le travail, et puis la relation aux salariés, donc au contrat social qui se tisse entre un employeur et un employé. David, un mot sur les slogans et sur les mots, il y a quelques années, il y a un vendeur de voitures qui a sorti un slogan qui avait très bien marché, il disait « il y a moins bien mais c'est plus cher ». Et quand on entend gagnant-gagnant ou quand on entend travailler plus pour gagner plus, on s'aperçoit d'ailleurs aux grandes dames des gens qui écrivent des discours et qui les écrivent dans la tradition, je dirais, de la Troisième République, que l'intrusion du slogan publicitaire dans la campagne, liée au raccourcissement des temps, d'ingurgitation des messages politiques, des temps médiatiques et de l'organisation des JT qui suivent les meetings, montre que finalement il n'y a plus trop de place pour autre chose que gagnant-gagnant ou travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire c'est la fin du sujet-verbe complément. Et je trouve que ça devrait être un motif de désespérance pour les gens qui écrivent des discours comme Henri Guénon. Mais non, il ne peut pas être désespéré. Il ne peut pas être désespéré que ces slogans marchent. Non, moi c'est pas mon métier, donc je pourrais très bien approuver cette remarque si elle était juste. Je crois simplement, cette campagne a montré au contraire que le discours politique avait encore une valeur. C'est-à-dire qu'on pouvait faire de très longs discours construits, travaillés, avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais voilà, c'est des vrais discours politiques, et ces vrais discours politiques ont attiré beaucoup de gens dans les meetings, ont vécu leur vie, sont circulés sur Internet. Souvent, les chaînes d'information continue les ont donné in extenso, d'ailleurs. C'était important pour vous, ça? Oui, bien sûr, c'était très important. Et je crois que c'est ce qui est intéressant dans les vrais discours politiques, c'est qu'au lieu de vivre 24 heures à travers 2 ou 3 coupures, 2 ou 3 extraits de journaux télévisés, ils vivent leur vie. Et puis il y a des discours, vous citiez le discours de Périgueux tout à l'heure, il y a 6 mois après, il existait encore dans la campagne. Donc au contraire, je crois que c'est très intéressant, c'est qu'on est passé... Judith voudrait dire quelque chose. Oui, je crois que le fait qu'il y ait eu énormément d'adhésion face à ces discours ne signifie pas du tout que ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la rhétorique publicitaire, bien au contraire. Je crois qu'ils sont en effet complètement imprégnés des astuces de la publicité, notamment dans la manière de créer chez les auditeurs, de leur prêter un certain désir qu'on serait censé avoir. Et je trouve que la plus grosse entourloupe en la matière, c'est de répéter non pas travailler plus pour gagner plus, mais de répéter qu'on empêche les gens de travailler. Ce verbe empêcher est une manière d'attribuer à la population entière, aux travailleurs, le désir irrépressible de travailler plus, qu'on viendrait réprimer à toute force. Il a dit ça, Sarkozy, il a dit empêcher. Mais bien sûr, et vous venez encore de le répéter aujourd'hui. On empêche les travailleurs de travailler. Mais non, les travailleurs ne sont pas désireux de travailler plus. Je crois qu'il y a pas mal de chômeurs qui sont désireux de travailler tout court. Et les travailleurs sont désireux de travailler dans de bonnes conditions, mais pas de travailler plus. Ce verbe empêcher a fait croire à un désir national de travailler plus qu'on empêcherait. Et ça, pour moi, c'est une entourloupe purement publicitaire.
C'est votre opinion. Voilà, quant au désir du discours politique, il existe depuis que le discours politique existe. Susciter le désir, c'est pas né avec la publicité, c'est né avec la politique. Juste sur ce que disait David sur la publicité, parce que ça c'est intéressant. Bon, vous êtes plutôt quelqu'un qui est proche des idées que quelqu'un qui est proche des mots. Je veux dire, vous êtes un économiste de formation et votre truc, c'est plutôt les idées que les mots. Et votre travail spécifique auprès de Sarkozy, c'était quoi? Il portait plutôt sur les idées ou plutôt sur les mots, c'est-à-dire plutôt sur l'aspect publicitaire? Les deux, mais les mots, c'est pas de la publicité. Ou alors Balzac, c'est de la publicité. Anne Malraux, c'est de la publicité. La publicité, c'est des mots, par contre. Oui, la publicité, c'est des mots, mais tous les mots sont pas de la publicité. Voilà, la politique existait avant la publicité, la propagande aussi, d'ailleurs. Voilà, donc le travail, pour moi, c'est pas dissociable, le travail des mots et le travail des idées. La trouvaille dont vous êtes le plus fier au cours de cette campagne, c'est quoi? Bon, je sais pas, je ne me suis pas posé la question de cette manière, mais moi, je suis assez content qu'on ait achevé la campagne sur mai 68. C'est vous, ça? C'est moi, pas seulement moi, mais l'idée qu'à un moment il faut nommer ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire, alors même si c'est évidemment toujours un peu caricatural. Les stock options à l'origine. Eh bien ça, je pense que c'est ce qu'il y a de moins caricatural. Je pense que mai 68 a introduit le cynisme dans la société. Et bien voilà, on paye le prix de ce cynisme. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui étaient sur les barricades de mai 68 s'en mettent plein les poches. Et les grandes grèves de mai 68 et les mouvements sociaux que vous aimez, ça n'a rien à voir. Vous savez bien qu'il y avait deux mouvements qui ne se sont jamais rejoints, qui se sont ignorés. Vous savez même le mouvement ouvrier, vous l'aimez pas. Et je vais même plus loin. Ce qui est né de la gauche qui est née de mai 68 a tué la gauche ouvriériste, travailliste. Voilà, et si ça a beaucoup ennuyé la gauche aujourd'hui, c'est parce qu'on retournait le couteau dans la plaie. C'est vrai, Jean Véronis, que cette irruption de mai 68 dans la campagne, alors moi ça m'a beaucoup surpris parce que ça sort comme ça brutalement. Et ça c'est très clair, c'est qu'il devait faire un grand écart linguistique, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il parle aux électeurs du Front National très très fort et en même temps pas effrayer les électeurs du centre droit. Donc l'immigration et l'identité nationale, il a senti que là c'était un peu chaud, que ça risquait de faire mal. Donc de quoi a-t-il parlé? De quelque chose qui était perceptible par les deux, c'est-à-dire le rejet d'une certaine partie de mai 68, pas de la partie communiste, ouvrière, etc. Il disait, tout est dans sa réunion des cadres de l'UMP en mai 2006, il a tout théorisé. Il a dit, l'électeur du Front National, l'électeur du Parti communiste, rien ni personne ne pourra m'interdire d'aller lui parler et de convaincre de nous rejoindre. Les journaux ont repris, ils draguent le Front National. Ils n'ont pas remarqué qu'ils draguaient plus le Parti communiste, parce qu'où sont partis les électeurs du Parti communiste? 21% du clos en mai 69, n'est-ce pas? Et si je me rappelle bien, moi j'étais un peu jeune, mais je me rappelle quand même, mai 68, les gauchistes et les communistes, c'était pas le même bloc. Il y avait déjà la scission. C'est ce que disait Henri Guénaud. Il parle aux uns et en rejetant les autres, là, comme il fait très souvent. Vous avez mis 70 ans pour reconnaître le Front populaire. Dans 40 ans, vous reconnaîtrez mai 68. Vous, la majorité actuelle. Donc c'était très bien fait. C'est une caricature. Alors, un petit détour par les phrases, parce qu'on parle beaucoup de mots depuis le début de cette campagne, mais la langue, ce sont aussi des phrases, des longueurs de phrases, des scansions de phrases, des constructions de phrases, et vous êtes arrêté sur le débat Royal-Sarkozy. Oui, au lendemain du débat, toute la presse a voulu croire à un match nul, mais au vu du résultat, il faut quand même croire que Sarkozy a été largement plus convaincant, et on peut en tirer quelques leçons rhétoriques. On peut en déduire par exemple qu'être convaincant, c'est savoir être concis et puis se taire. Et Nicolas Sarkozy y excelle, il pratique la période courte, très courte, et n'hésite pas à clore ses propres prises de parole lui-même. Moi, la passion de ma vie, elle porte un nom, c'est l'action. Je veux faire. Et si les Français nous choisissent, que ce soit Mme Royal ou moi, ils nous choisiront pour faire, pour agir, pour changer, pour obtenir des résultats. C'est cela, la vision que j'ai du président de la République moderne. Et voilà, l'intonation est fermée, l'intervention terminée, c'est propre, c'est net, sans bavure, et c'est sécurisant. Parce que ce qui se manifeste là, c'est la maîtrise d'une parole sûre d'elle-même. Alors que chez Ségolène Royal, on est un peu dans le contraire. Elle pratique la période longue, très très longue, si l'encens vole planer sans être sûr de son atterrissage. Ça montre beaucoup plus d'audace, mais c'est aussi beaucoup plus casse-gueule. Alors voilà, je veux être la présidente de la République, qui va faire une France où l'agressivité et les violences reculent, qui va faire une France qui va gagner la bataille contre le chômage et contre la vie chère, qui va permettre aussi que reculent les inégalités. Parce que je crois que toutes ces formes d'insécurité au quotidien, d'insécurité sociale, appellent de nouvelles règles du jeu,
appelle un nouveau système politique, appelle en effet des responsables politiques plus efficaces qu'ils ne l'ont été au cours des 5 dernières années, et même au-delà sans doute, parce que je ne schématise pas l'histoire, mais il est vrai aussi que, comme vous l'avez dit, je crois que la morale politique, puisque vous venez d'évoquer ce mot, demande aussi que les responsables politiques rendent des comptes par rapport à ce qu'ils ont fait. Je sais aussi que ce qui intéresse les Français, c'est le futur. Mais malgré tout, Monsieur Nicolas Sarkozy, vous estimez-vous pour une part, responsable de la situation dans laquelle se trouve la France aujourd'hui? Bon voilà, c'était très net sur le plateau, tout le monde décroche, impossible à suivre. Dans cette phrase interminable, j'ai compté, tenez-vous bien, pas moins de 18 propositions subordonnées, des relatives, des complétives, des circonstancielles, des causales, des comparatifs, tout ça. En plus, emboîtées les unes dans les autres, c'est proprement impossible à comprendre, et puis c'est un marathon grammatical très dur à suivre. Alors cette manière de faire, ça porte un nom, c'est une hyper-hypotaxe. Et on peut deviner ce qui la motive, cette hyper-hypotaxe. Ségolène Royal veut attaquer sur tous les fronts en même temps. Elle veut en découdre, mais du coup, c'est décousu. Trop de propositions, trop de prépositions. Ce qui aurait dû être un atout devient un handicap. Sa politique est un système dans lequel tout se tient. Mais dans un débat, on ne peut pas tout tenir. Il faut lâcher des bouts, il faut supprimer des propositions, des prépositions, des conjonctions, voire des syllabes. Et c'est ce que fait si bien Nicolas Sarkozy. Et puis je veux dire, pour terminer, à tous ceux qui trouvent que la vie est trop dure, à ceux qui ont mis un genou à terre, à ceux qui ont du mal, à ceux qui s'en sortent pas, que pour moi, président de la République, s'ils me font confiance, tous ont une utilité. Tous ont le droit de travailler. Tous ont le droit de vivre debout dignement de fruits de leur activité. Voilà. Ceux qui trouvent que la vie est trop dure, ceux qui ont mis un genou à terre, pour moi, président. Partout, il manque des bouts, mais ça nous parle parce que c'est tellement naturel. Cette manière de faire des ellipses dans la langue, ça s'appelle de la parataxe, et c'est la langue abrégée de l'oral efficace, de l'oral qui file au but en zappant l'inessentiel. Et donc ça nous rassure, enfin, ça nous rassurerait complètement si on était sûr que Sarkozy ne deviendra pas le président de la parataxe, qui zapperait des segments de la société qu'il jugerait inessentiels. C'est vrai, quand on le décompose, on arrive scientifiquement à démontrer que les ingrédients étaient du côté de Sarkozy. Mais j'ai le sentiment que dans ce débat, c'est elle qui a fait le spectacle. Ça a été un peu un diesel. Hein. Lui, c'est une injection. Mais en milieu de débat, on sentait que c'est elle qui montait au filet, c'est elle qui faisait le mouvement, et lui, il était dans un jeu suédois, quoi. Il renvoyait la balle, et puis c'était... Chacun était dans son jeu, David. Et à l'issue du débat, si on considère que le débat ne fait pas gagner l'élection, il est à la marge, un rendez-vous, un point de passage obligé avec l'opinion, mais je ne pense pas que le débat fasse l'élection. Moi, je suis convaincu qu'elle a gagné le débat. Il ne cherchait pas la même chose. La grande différence entre les deux, je parle sous votre contrôle, c'est que Nicolas Sarkozy aurait souhaité que le débat se termine avant de commencer, parce qu'il était déjà en position de favori, alors qu'elle voulait continuer le débat encore plus. Les phrases que vous remarquez très longues, ça tient au fait qu'elle ne veut pas que ce soit la fin du débat, qu'elle ne veut pas que ce soit la fin de la campagne, et qu'elle aimerait encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois de campagne. Nicolas, vous voyez ça, voulait arrêter tout ça, mais bien entendu. Dans le débat, elle a démontré qu'elle était faite pour discourir à deux, alors que lui, il était fait pour dialoguer tout seul. C'est-à-dire qu'il se renvoie lui-même la balle, il parle tout seul, il fait les questions et les réponses, qui est quand même un des ingrédients de la parole de Sarkozy. Si, c'est vraiment... Et vous croyez qu'une vie de travail, ceci, et il répond à la question, alors qu'elle, elle était dans le discours, mais dans un discours avec lui, elle essayait d'échanger. C'était très difficile. Non, elle n'essayait pas vraiment d'échanger. C'était assez difficile d'échanger dans ce débat. Non, je crois que Gérard Miller a raison. Ils étaient tous les deux dans des positions très différentes. Je pense qu'elle a fait le spectacle, mais que le but de ce débat, c'était pas le spectacle, c'était le gain électoral, et que de ce point de vue-là, je suis pas sûr que ce soit le but de Ségolène Royal. Et là, mon analyse diverge totalement de l'analyse de tout ce que j'ai vu dans la presse. Tout le monde dit bon, le but c'était dimanche. C'était dimanche pour Sarkozy. Il fallait qu'il fasse le match nul, qu'il prenne les coups sans les rendre. Il était comme un boxeur. Il a été parfait. Tandis que son but à elle, en son but à elle, elle savait que c'était plié, archi-plié. Il y a eu un envoyé spécial qui montrait les coulisses des états-majors pendant la semaine. Ils étaient tous là, Julien Drey, les auteurs, c'est plié, c'est râpé. Et on le savait, c'était archi-plié. D'après les sondages, c'était irréversible, quoi qu'elle fasse. Donc, à moins peut-être que Sarkozy lui mette une pêche en direct, si vous voulez, mais il l'a pas fait, il était trop malin. Donc son but, mais c'était de sortir la tête haute de toute la campagne. Elle a été très calme avec cette voix monocorde. Elle n'a jamais attaqué Sarkozy, ses lieutenants. Il n'y avait pas d'opposition, elle n'était pas la chef de l'opposition.
l'opposition qui se battait contre le gouvernement sortant à aucun moment, c'est la grosse erreur. Et là, elle s'est dit, tiens, ce jour-là, c'est ma dernière chance de le faire, je sais que j'ai perdu, et je vais être celle qui a cassé la gueule à Sarkozy. Un mot sur le débat avec vous, Sébastien, ce qui vous a intéressé, vous, c'est la toute fin du débat. Oui, parce qu'après 2 heures et demie de passe d'armes diverses et variées, il fallait bien conclure, et on a eu droit avec Patrick Poivre d'Arvor à une chute assez originale. Qu'est-ce que vous pensez l'un de l'autre? Alors ça, j'avais jamais entendu ça dans un débat pareil. J'étais complètement décontenancé, complètement ça sous-entend qu'il atypique. pense. Et les réponses étaient d'ailleurs tout à fait originales et intéressantes. D'abord celle de Sarkozy. Commençons par vous, Nicolas. Écoutez, moi ce n'est pas d'hier et Mme Royal le sait bien, que je respecte son talent et sa compétence. Et voyez-vous, je pense qu'on n'est pas là où elle est par hasard. Que le système républicain est fait de telle façon qu'il faut développer de grandes qualités pour être le représentant et le candidat de sa propre formation. Alors on voit qu'il va droit à la question, il parle de talent, de compétences, de qualité, donc il parle vraiment de Ségolène Royal. Alors comment va-t-elle réagir? Moi je m'abstiens de jugement personnalisé, parce que je crois que le débat politique c'est d'abord un débat d'idées. Et de ce point de vue, vous êtes un partenaire de ce débat démocratique que nous avons actuellement. Donc je crois que ce qui est important c'est le choix de société que nous incarnons, la différence de valeurs, la façon dont nous comptons exercer le pouvoir, la vision différente de l'avenir de la France. Alors, c'est très amusant parce qu'il y a une césure très très nette entre les styles et les réponses. D'une certaine façon, c'est surprenant. Moi, j'étais surpris en le voyant, mais j'étais rassuré aussi parce que je trouvais que c'était très instructif sur les sensibilités politiques de base des deux candidats. Sarkozy cadre parfaitement avec la sensibilité de droite telle qu'elle est étudiée depuis des décennies dans les laboratoires de psychologie, des sensibilités de droite qui généralement, paraît-il, recourent volontairement des explications sur la personne pour analyser des situations. Et par exemple, dans des expériences qui ont été faites, on demandait à des gens de droite d'expliquer l'échec scolaire d'un élève. Et les réponses qui arrivaient le plus souvent, c'était s'il a échoué, c'est parce qu'il travaille pas assez, ou parce qu'il est paresseux, ou parce qu'il n'est pas très intelligent. Donc des explications liées au caractère, au tempérament. Et donc Sarkozy, effectivement, est sur ce registre-là. À gauche, c'est le contraire. On refuse l'explication sur la personne. Dans cette même expérience sur l'échec scolaire, les personnes interrogées dans cette expérience, qui étaient de gauche, répondaient si l'élève a échoué, c'est à cause de son milieu éducatif, c'est le milieu social où il a grandi, c'est la famille, c'est les déterminants extérieurs à la personne. Donc on refuse en général à gauche l'explication sur la personne pour aller vers des explications qu'on appelle structurelles. Et donc Ségolène Royal, en disant elle-même qu'elle refuse d'entrer sur le terrain de la personnalité, finalement révèle quelle est sa formation politique et sa sensibilité politique profonde, ce dont certains avaient pu douter à certains moments. D'accord avec l'analyse? Oui, je pense que c'est assez juste et assez bien vu. Alors on va terminer par peut-être je dirais la formule de Nicolas Sarkozy qui a fait le plus image pendant cette campagne, ce qui sera peut-être prétexte à revenir sur le rôle de l'implicite dans le discours. Perrine. Oui, une phrase qui est devenue le véritable slogan de la campagne, cette France qui se lève tôt, à laquelle s'adresse souvent Nicolas Sarkozy. Ce matin, Nicolas Sarkozy était lui sur un chantier pour voir de près, comme il dit, la France qui se lève tôt. Ce matin, je suis venu à Rungis pour voir la France qui se lève tôt, parce que je pense toujours que le problème de la France, c'est le travail. Les Français au boulot, et il y aura moins de clodo. Pour faire travailler les gens, merci beaucoup. Permettez-moi de vous dire que la France qui se lève tôt le matin, la France qui travaille, la France qui paye ses impôts, elle est aussi attachée à voir que l'argent public soit utilisé avec l'efficacité maximale. Alors, la France qui se lève tôt, ça sous-entend qu'il y en a une autre, et cette autre, Perrine, selon les discours, elle est désignée différemment. Oui, donc tous les autres, c'est ceux qui se lèvent pas tôt, ce sont donc les assistés. Et pour Nicolas Sarkozy, l'assistanat n'est pas, je cite, une valeur républicaine. Mais dans le langage Sarkozy, il y a plusieurs sortes d'assistés. Ce sont parfois ceux qui ne veulent rien faire et qui profitent du système. Je ne veux pas que ceux qui ne veulent rien faire, que ceux qui ne veulent pas travailler vivent sur le dos de ceux qui se lèvent tôt et qui travaillent dur. La République réelle, c'est celle qui fait plus pour celui qui veut s'en sortir et qui fait rien pour celui qui ne veut rien faire et dont la société ne peut pas accepter qu'il vive à son crochet. Et ces assistés, d'autrefois, ce sont ces délinquants qui empêchent les Français de se lever tôt. Ces voyous qui brûlent les véhicules, moi j'aimerais qu'ils brûlent leur véhicule, et pas le véhicule du voisin qui ne demande qu'une seule chose, c'est à vivre tranquillement et qui se lève tôt le matin.
Alors, est-ce que prendre comme slogan formidablement efficace la France qui se lève tôt, est-ce que c'est pas une manière, alors je ne sais pas selon quel mécanisme exactement, mais de créer un amalgame en creux entre, en gros, les oisifs et ceux qui brûlent des voitures, quoi, puisque finalement il y a la France qui se lève tôt, donc il y a tous les autres, et dans le sac de tous les autres, voilà, on trouve ces deux catégories-là. Oui, enfin, on peut toujours dire ça, mais on peut faire dire tout ce qu'on veut à toutes les expressions qu'on emploie. Moi, la France qui se lève tôt, elle existe. Voilà, il y a une France qui travaille, qui se fatigue. Mais en face, il y a qui ? En face, il y a qui ? C'est ça la question. Non, mais non. Enfin, la question d'abord, il y a la France effectivement qui se lève pas. La France qui se lève pas parce qu'on lui donne pas de travail et c'est dramatique. Et puis il y a la France qui se lève pas parce qu'elle n'a pas envie de se lever. Voilà, c'est qui ces gens qui n'ont pas envie ? Le problème est, je ne sais pas quelles sont les proportions là-dessus, mais intelligent de vous continue de parler de ceux qui ne veulent pas se lever le matin. Mais ça existe. Non, mais d'accord. Mais c'est déjà trop. Est-ce que je peux parler ? C'est déjà trop. Alors, à l'ami de gauche que vous êtes, en lui faisant remarquer que d'habitude, la France qui se lève tôt, on l'oppose avant, dans la tradition de gauche, aux exploiteurs, à ceux qui vivent de la bourse de façon honteuse. C'est eux. Ce qui est formidable avec cette phrase, c'est que en face de la France qui se lève tôt, on ne parle pas du tout des grands patrons, on ne parle pas du tout des golden parachutes, on ne parle pas du tout... Il en a parlé aussi. Fondamentalement, à la France qui se lève tôt, on oppose des gens qui ne voudraient pas se lever. Moi, je n'en connais pas des gens qui ne veulent pas se lever le matin. On ne va pas fréquenter les mêmes. Mais certainement. Non, mais soyez d'accord avec moi. Vous ne pouvez pas forcément lui demander d'être d'accord avec vous. C'est que le jour où on me dira combien de gens dans ce pays ne veulent pas travailler, que je considère être une infime proportion, je ne parle pas des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont handicapés ou parce qu'ils ont un certain nombre de difficultés, mais le nombre de gens qui sont physiquement capables de travailler, mentalement capables de travailler, qui ne veulent pas travailler, moi je n'en connais quasiment pas. Et je serais ravi que vous en présentiez. L'idée que le grand scandale de cette société, c'est les malheureux qui vivant avec le RMI sont vraiment là les grands exploiteurs. Comment ne pas opposer la France qui se lève tôt à ceux qui, par exemple, gagnent des milliards à la bourse? Alors, Henri Guénaud, plusieurs remarques. Premièrement, Nicolas Sarkozy est le premier dans cette campagne à avoir parlé des parachutes en or, des patrons voyous, de la spéculation, de la rente. Le premier. C'est pas la gauche qui l'a fait, hélas, c'est la droite. Maintenant, parler à la France qui se lève tôt ne signifie pas qu'on stigmatise tous les autres Français. Je veux dire, c'est une espèce de construction intellectuelle un peu fantasmatique. On veut toujours trouver derrière les mots des intentions malignes, mais il n'y en a pas forcément. Je veux dire, il peut y en avoir aussi. On avait envie de parler. Il peut y en avoir aussi. Oui, il peut, mais il se trouve qu'il n'y en avait pas vraiment. On avait envie de parler à la France et ces mots-là portaient sur la France qui effectivement se lève tôt. À quelle heure c'était se lever tôt d'ailleurs? Moi, j'aurais toujours été je laisse ça, je pense que parmi les gens que vous fréquentez, on peut se lever tôt, c'était sans doute assez tard. Parmi ça veut dire ça. Le milieu d'où je viens, c'était se lever très très tôt. Voilà, mais il a rencontré aussi. C'est pas le genre de faire des attaques comme ça. Non, mais parce que c'est la fin du débat. Voilà, c'est la fin du débat. Il faut se lâcher un petit peu. Non, tout le monde comprend bien ce que ça veut dire la France qui se lève tôt pour aller travailler. Oui, alors il y a cette opposition extraordinaire parce que l'astuce de Guénaud et Sarkozy est très bien faite, c'est-à-dire qu'il va parler de ceux qui veulent rien, de la France qui se lève tôt, et immédiatement après, ceux qui veulent rien faire, le laxisme, les fraudeurs, dans la même phrase ou dans la phrase suivante, si vous voulez. Les patrons voyous, c'est quelques pages plus loin dans le discours. Donc la juxtaposition, c'est comme immigration et identité nationale, on les met côte à côte, et puis après, quand Sarkozy a pris la main dans le sac, il dit « Comment vous êtes contre l'identité nationale, mais comment on peut être contre la France ?» Le machin répond sur ça. Donc c'est très malin. En fait, on lui reproche absolument pas l'identité nationale, on lui reproche la juxtaposition qui laisse entendre que... Et là, c'est exactement pareil, c'est la continuité. Il y a des discours, vous pouvez voir sur mon site, par exemple, avec le moteur de recherche, vous voyez, c'est vraiment la juxtaposition immédiate. De quel mot? La France qui se lève tôt, et immédiatement après, je ne veux pas que ceux qui fraudent l'assurance chômage, l'assurance maladie, ceux qui escroquent le fixe, etc. Donc c'est ça la position immédiate. Ça, le point gagnant, si j'ose dire, de Sarkozy, c'est qu'il prend un certain nombre de termes et qu'il fait des associations. Et ensuite, il se justifie en prenant les termes séparément. Immigration et identité nationale, c'est exactement le bon exemple. Aucun problème de parler d'immigration, aucun problème de parler d'identité nationale. Dès que vous liez les deux termes, comme si vous avez lié immigration ou délinquance, immédiatement, ça fait quelque chose de scandaleux. Ça veut dire que vous assimilez l'identité nationale et la délinquance, c'est quand même un peu fort. L'immigration et la délinquance, c'est aussi un cas de figure qui souvent était présent dans le discours de Le Pen, justement. Oui, ce qu'on n'a pas fait, vous remarquerez qu'on n'a pas fait ça. Et je ne vois pas en quoi offrir en partage l'identité nationale à ceux qu'on veut intégrer quelque chose de scandaleux. Alors, je sais bien, il y a des imbéciles qui sont venus me voir en m'expliquant que c'était le commissariat aux questions juives de Vichy. De quel côté est l'outrance?
la sottise. Sébastien Boller. Je pense que c'est pas Sébastien Boller. Ce qui est intéressant dans cette situation, avec la France qui se lève tôt, c'est que je crois qu'on est en train d'assister à un nouveau discours sur la justice. Je ne sais pas comment le qualifier, mais je sais que quand on met en avant, dans toute société ou dans tout groupe d'individus qui vivent ensemble, des gens qui travaillent, ça amorce automatiquement un sentiment de culpabilité chez ceux qui ont l'impression de travailler moins. Il y a une zone du cerveau qui participe à ce sentiment, c'est le noyau codé. C'est pas forcément une mauvaise chose, la culpabilité. Ça peut effectivement stigmatiser, ça peut aussi ça peut être aussi un moteur de cohésion sociale. En tout cas, il y a là une justice implicite qui n'est pas annoncée, mais qui fait jouer les ressorts du cerveau, qui peut mener certaines personnes à se sentir rejetées, qui peut aussi leur faire penser, oui, c'est vrai, il y a des gens qui travaillent et je ne me sens pas très bien en travaillant pas autant qu'eux. On sent qu'il y a un système d'émulation qui peut se mettre en place et il faut réfléchir à ça, pas forcément tout en négatif, pas forcément tout en positif. Vous avez raison. Oui. Premièrement, je vous fais remarquer que ça, c'est le corpus de valeurs de la République depuis presque 200 ans en France, le mérite, le travail, l'effort, etc. Deuxièmement, pour se payer la solidarité, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Et on sait bien que si on ne travaille pas un peu plus, on n'arrivera pas à payer les retraites, on n'arrivera pas à payer l'assurance maladie. Donc c'est pas tout ça. C'est pas tout à fait ce que disait Sébastien. Sébastien disait que c'était une formule qui pouvait jouer sur la culpabilisation et provoquer une culpabilisation. Voilà, et donc pousser les gens à faire plus d'efforts. C'est un ressort dont vous étiez conscient ? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr, le discours politique, il sert aussi à ça. À culpabiliser. À culpabiliser, à faire bouger les mentalités, à faire bouger les comportements. En tout cas, à jouer sur le pulsionnel. Je trouve que c'est très caractéristique des discours de Nicolas Sarkozy de travailler sur les pulsions de ses auditeurs en répétant le mot plus, gagner plus. Je pense que ça éveille évidemment chez chacun la fatigue. C'est aussi le ressort du discours politique. Et j'avais pas repéré, mais je pense qu'effectivement jouer sur la culpabilité, c'est une autre pulsion. On est là dans des territoires très inconscients, très archaïques, alors que je pense que le discours de la gauche a peut-être été beaucoup plus sur le plan des valeurs, sur le plan... le donnant-donnant et le gagnant-gagnant, est-ce qu'on n'est pas aussi dans le pulsionnel ? Je ne crois pas. Non, je crois pas que ce soit pulsionnel. Quelle est la différence ? Je ne crois pas que ce soit pulsionnel. Mais parce que donnant-donnant ou gagnant-gagnant, c'est un système que je trouve mensonger, ceci dit. Il faut bien le dire. Je n'y crois pas tellement. Parce que c'est une manière de nier que dans les luttes sociales, il y a toujours une lutte, quoi. Il y a forcément un petit peu de gagnant et un petit peu de perdant. C'est impossible que tout le monde soit vainqueur à l'arrivée. Ça, c'est un petit jeu magique qui n'existe pas dans la réalité sociale. Mais en tout cas, on joue sur la pensée magique, mais pas sur le mode pulsionnel. Le mode... Et oui, ça me semble un petit peu différent. Alors, le spécialiste des pulsions. Sur le donnant-donnant, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est une idée absolument folle que tout le monde pourrait gagner dans toutes les situations. Il y a évidemment, je ne vais pas reprendre l'idée, prendre aux riches pour donner aux pauvres, mais il y a toujours évidemment des différences. Mais est-ce que je peux faire remarquer que M. Guénaud a dit une des choses les plus essentielles de ce débat, me semble-t-il, à propos de la culpabilité. C'est-à-dire que vous avez dit qu'en effet, une des fonctions du discours de M. Sarkozy était de culpabiliser du discours politique. Eh bien, je vais vous dire, alors le spécialiste que je suis de la pensée de Pétain, et jamais je me permettrai évidemment de comparer Pétain à Sarkozy, le grand discours politique français du XXe siècle qui a voulu culpabiliser les Français, notamment après la défaite, c'est le discours de Pétain. La culpabilisation, c'est vraiment ce qu'il faut éviter au discours politique dans tous les cas. Dans le pire, comme c'est effectivement à l'époque de Pékin, comme aujourd'hui. Culpabiliser les Français, c'est absolument terrible d'avoir ça comme objectif. Alors attention au nom propre, Gérard Miller, parce qu'on parlait du pouvoir des mots. Alors dès qu'on sort des mots comme Hitler, Pétain, le débat devient extrêmement compliqué. Dès qu'on parle de culpabilité, de culpabilisation, on parle de Pétain. Mais dès qu'on parle de la famille, on parle de Pétain. Moi, ça m'amuse toujours. Quand Mme Royal dit famille, travail, famille, patrie, on dit c'est progressiste. Et quand c'est Nicolas Sarkozy, on dit c'est pétainiste. Ça n'a rien à voir avec Pétain, le discours. Mais reconnaissez, je ne sais pas comment en parler. Alors, on ne peut plus non plus du tout parler de cette période-là. Il faut quand même pouvoir en parler sereinement. Il n'y a pas le moindre doute que de l'assimilation. Gérard Miller, là, vous êtes en train de dire qu'il n'y a plus moyen de parler de cette période-là, tout en disant qu'elle est taboue. Donc, vous avez une très grosse ambiguïté dans votre discours. On peut en parler. C'est-à-dire que vous l'utilisez comme un bouclier, comme une chape vis-à-vis de votre interlocuteur, et dans le même temps, vous dites on ne peut plus en parler. Donc, il faut savoir, soit on la décortique de façon très nuancée, soit c'est un étendard qui neutralise l'adversaire. Je considère qu'on peut en parler de cette période-là, et qu'il ne faut pas considérer que c'est une attaque ou une assimilation. Heureuse nouvelle. Merci à tous trois d'avoir amorcé ce débat sur les mots. Bien évidemment, nous reviendrons dans les émissions prochaines sur les signes de toute nature envoyés par le nouveau pouvoir sarkozien à l'opinion. Arrêt sur image revient dimanche prochain à 12h40. Au revoir à tous.